bien démarrer à l'heure et prendre le temps, comme ça, aussi d'avoir à la fin un petit temps pour des échanges, soit des témoignages, soit une discussion avec vous sur le thème de la rentrée. C'est la rentrée, hein, ça fait l'été, je me suis absentée des conférences. Et donc je vous souhaite la bienvenue pour ma conférence de la rentrée sur le couple et la relation amoureuse. Je vais peut-être un peu élargir le débat parce que c'est bien aussi de parler de ce qui se passe entre deux personnes, mais aussi d'élargir au service du plus grand nombre. Comment, le thème de ce soir, c'est comment faire vivre l'amour comme si c'était la fin du monde. Alors pourquoi ce sujet m'a-t-il touché et pourquoi j'ai eu envie d'investir et mettre un peu d'énergie sur ce sujet? Parce que si vous regardez l'actualité, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a une dégradation des écosystèmes. On parle et on voit, on ne peut plus nier ces problématiques de réchauffement climatique. On voit bien que les espèces animales disparaissent de plus en plus. Bon, je ne vais pas vous faire d'emblée tout le tableau archi pessimiste, mais je me suis intéressée et je m'intéresse quand même si je ne passe pas mon temps sur l'actualité, je ne peux pas faire l'impasse sur ces sujets qui tournent autour de la crise et notamment des notions d'effondrement. J'ai même lu des bouquins et je commençais à m'intéresser à la collapsologie qui travaille sur l'effondrement économique du système, la diversité, enfin, la crise, quoi. Et donc, comme je vis comme vous, avec vraiment un fond d'humanité, hein, pour moi c'est l'humanité souffrante, j'y suis sensible, hein, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi, pas que la relation amoureuse, mais d'une manière plus large. J'avais envie d'investir un peu ce sujet sur, voilà, et comment, si on ramène ça à nos relations, à nous-mêmes, à notre manière d'être touchés par nos relations en général, ce qu'on peut offrir, être au service des autres et de ce qu'on peut offrir au plus grand nombre, comment on peut faire vivre l'amour, même si on en arrive à quelque chose de l'ordre de l'effondrement du système, quelque chose qui chute en fait, hein, qui se termine. Et évidemment, dans mon exposé, vous pouvez imaginer que je vais à un moment donné développer autour des limites, autour de la finitude, donc autour de l'inclusion de la mort, parce que ce sujet ramène, enfin le sujet que je développe ici, qui tourne autour de l'effondrement, mais aussi à la notion de comment on peut, sans sombrer dans le pessimisme, en trouvant de l'énergie, un nouvel élan, parler aussi de la mort pour nous rappeler justement que on n'est pas éternel, que les choses vont s'effacer, que nous-mêmes on va partir, et que comment faire vivre l'amour justement peut-être de manière encore plus intense que ça ne l'est déjà, si on se rappelle alors qu'il n'y a jamais quelque chose qui est acquis définitivement, et que justement comment trouver un nouveau souffle parce que justement on sait que ça va finir. Donc ça c'est quelque chose que je vais développer, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est une posture qui est vraiment présente chez moi, je crois depuis petite. Donc j'avais vraiment cœur à vous transmettre cette posture intérieure, qui est, bah oui, je me rappelle et je suis au courant que je ne suis pas éternelle, que j'ai pas la folie des grandeurs, que je ne suis pas grand-chose, et qu'on n'est pas grand-chose. Et donc l'intensité amoureuse, l'intensité, la flamme, la passion, l'élan vital, je peux justement l'avoir d'autant plus que je me rappelle à l'ordre que rien n'est éternel et que ce principe de l'impermanence, que tout bouge tout le temps et que la relation avec la personne qui est en face de moi, par exemple vous êtes ici là maintenant avec moi, qui vous dit que dans 2 minutes vous n'allez pas vous effondrer, que vous n'allez pas partir, mourir, moi, les autres, etc. Donc ça ramène énormément d'intensité et de précieux dans l'instant de c'est ici que ça se passe, quoi. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas dans mes petits tracas du quotidien, c'est vraiment maintenant que quelque chose est précieux et qui est lumineux et que je peux vraiment en tirer profit et ne pas laisser ça filer. Voilà. Donc c'est une posture vraiment intérieure qui a développé et je vous ferai vraiment réfléchir sur cette posture à un moment donné, sur
Et si je regardais les choses, le monde, mon amour, la personne, les situations, avec ce regard intérieur, comme si c'était toujours la dernière fois. Rien que d'en parler, ça pousse. Mais ça donne de la profondeur, comme vous le sentez rien qu'en l'évoquant, hein, ça ramène la profondeur. Et évidemment, s'il y a de la profondeur, ça va toujours de pair avec la légèreté. Hein, et on verra d'ailleurs dans un autre moment de mon exposé que, comme si c'était la dernière fois, ça se conjugue aussi très bien avec la recherche de l'équilibre, avec rien de trop, avec cette notion de l'équilibre, c'est de ne pas être dans quelque chose de la démesure. Et je parlerai à un moment donné de l'écologie relationnelle, hein, parce qu'on voit aussi, puisque je parlais de l'effondrement éventuel, point d'interrogation, des problèmes écologiques de la planète, etc. On fera aussi un parallèle sur justement comment on peut travailler nous-mêmes à notre mesure en tant que petite personne sur l'écologie relationnelle aussi, de la relation amoureuse, du couple, mais l'écologie relationnelle avec nos proches, avec notre famille, avec nos collègues, avec qui de droit, hein, et d'installer ça sans partir dans ces notions de démesure, de conflit, de violence. Donc c'est vraiment un sujet, comme vous voyez, qui me tient à cœur, parce que on peut aller vraiment dans quelque chose de très profond avec un sujet qui apparemment faire vivre l'amour comme si c'était la fin du monde. Oui, bon, voilà. On n'y est pas, restons optimistes. Alors certains font du déni, hein, mais c'est important de voir qu'aujourd'hui on se pose des questions les uns et les autres sur l'ensemble de la planète. Est-ce que l'humanité va continuer encore comme ça avec cette économie entre consumériste qui la constitue de manière majoritaire? Est-ce que ça va continuer longtemps, puisqu'on prend sur nos réserves, les ressources ne sont pas inépuisables de la Terre, donc là on tire sur la corde et on voit qu'on se met en péril. Bon, donc ça, moi j'ai eu l'été des bouquins là-dessus, je ne veux pas non plus vous prendre la tête, je ne suis pas passée dans les survivalistes encore, j'en suis, voilà, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt l'idée de ramener ça à une forme d'écologie, de citoyenneté, mais aussi d'élan vital. Hein. Comment je peux garder vraiment quelque chose de la générosité, de l'élan vital à travers les relations que je mène et à travers la relation de moi à moi aussi, ça aussi c'est intéressant, hein, dans cette forme de, oui, comme si c'était la dernière fois, et si c'est la dernière fois, comment je peux prendre soin de ma personne et des personnes autour de moi en ayant ce regard que c'est jamais pour toujours et qu'on est vraiment profondément, intrinsèquement, extrêmement limité. La première chose dont je voulais aborder avec vous, c'est que quand on est pris sous l'emprise de la peur, on est sur le système reptilien. Donc si vous êtes, rien que par le sujet, activé, parce que vous vous dites « oh là là, elle va me parler de l'effondrement du système, on n'arrête pas de nous bassiner avec ça, oh là là, le futur est catastrophe, où va-t-on, danger, danger, danger », dès qu'on est activé par le danger, hein, notre cerveau reptilien se met en activation, enfin en mouvement, et du coup, on peut avoir des réactions de fuite, d'attaque, ou des réactions dans les relations qui sont de domination, de défensive, réactive, hein, qui sont pas très tranquilles, on va dire. Donc, on voit que la solidarité, ou on voit que l'entraide, la coopération, le fait de faire vivre l'amour, genre soyons aimants quand on est embarqué dans la peur, c'est pas du tout gagné. Hein. Donc c'est important de voir que nos relations avec nos proches, si je reviens au couple, souvent elles sont entachées de nos peurs. Peur dans le futur, hein, on va prendre un passé, on va se dire tiens je suis avec un compagnon et j'ai peur qu'il va me trahir, j'ai peur qu'il me lâche, j'ai peur qu'il m'insulte, j'ai peur de plein de trucs. Et à chaque fois que vous êtes embarqué par le cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'il fonctionne en mode survie, ben, c'est très difficile de faire vivre l'amour au sens générosité, contribuer. Contribuer, c'est vraiment aimer son prochain, l'accueillir, être dans le cœur, la tolérance, la compassion, la bienveillance, tout ça, ça passe à la trappe quand on est pris par notre cerveau reptilien. Puisque notre cerveau,
mammalien, qui est le cerveau limbique, qui est l'étage du dessus, il n'est pas connecté quand on est connecté au cerveau reptilien. Donc ces histoires du développement personnel qu'on entend beaucoup au jour d'aujourd'hui, soyez dans la bienveillance, l'altruisme à donf, etc., ça on l'entend partout. C'est une injonction sociétale de l'époque, hein, l'altruisme. C'est bien gentil tout ça, mais quand on est en période, quand on est embarqué par nos peurs, ça va être difficile de jouer la carte de l'ouverture à l'autre et pas de la vigilance. Ça, c'est une première chose. Ce qui ne veut pas dire, parce que j'ai lu aussi un bouquin récemment sur l'entraide, qui est un bouquin que j'aime beaucoup, de Pablo Servigne, que je vous recommande, qui note, il y a des recherches qui ont été faites, qui montrent que les humains, quand ils sont dans des situations environnementales catastrophiques, genre ouragan, tsunami, enfin des catastrophes, comme ils ont envie, la quête c'est la sécurité, le cerveau reptilien il a peur et il cherche à se mettre en sécurité, là, spontanément on se met dans l'entraide. C'est-à-dire qu'on ne va pas tuer notre prochain, spontanément on est prosociaux. On n'a pas envie on ne va pas se mettre à dominer, à écraser, à tuer, à être violent avec les autres, même des gens qu'on ne connaît pas. On va spontanément se mettre en automatique dans l'entraide parce qu'on est fabriqué pour se mettre en sécurité. Donc c'est intéressant aussi de voir que dans la relation, je fais des parallèles avec la relation couple, hein, relation amoureuse, c'est que, ok, quand on a peur, on est dans le cerveau reptilien, et donc c'est sûr que c'est difficile d'être dans quelque chose de l'ordre de l'entraide, hein, de la générosité, de l'ouverture, et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des moments où quand c'est vraiment la catastrophe, on est fabriqué pour s'entraider, pour coopérer, parce que la survie de l'espèce a fonctionné autour de l'entraide pour s'en sortir. Donc c'est important de le voir aussi, ces notions-là. Donc faire vivre l'amour, c'est vraiment une chose magnifique. Je pense qu'on a tous plus ou moins l'intention de faire vivre l'amour avec nos proches, avec les autres, avec la société, avec comme un devoir d'être dans la générosité, d'offrir quelque chose, d'être au service, d'être se rendre utile. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous affecte plus ou moins les uns les autres, hein, ce côté altruiste. Et en même temps, si je parle de ce sujet qui est faire vivre l'amour comme si c'était la dernière fois au moment, comme si c'était l'effondrement déjà, etc., comme si c'était on allait en terminer, c'est important de voir qu'il y a une partie de nous qui peut être très activée et qui a envie de se mettre au service, de contribuer, c'est un élan naturel. Puis il peut y avoir une autre partie qui parfois se met sur la réserve et qui commence à se méfier, à interpréter, à déraisonner et à se mettre en défensive et à ne plus pouvoir se mettre en ouverture. Donc on est prisonnier de ces formatages-là et c'est bien de repérer les mécanismes et pouvoir augmenter votre tolérance aux autres et notamment à vos proches quand vous voyez qu'ils fonctionnent, qui dysfonctionnent plutôt, souvent c'est parce qu'ils sont en prise avec des peurs et qu'ils ne peuvent plus coopérer ou être en ouverture. Donc cette conférence aussi, elle a aussi pour intérêt de développer aussi ce sujet de si je comprends l'autre à l'endroit où il est, j'augmente ma tolérance et donc je débranche mon cerveau reptilien qui est branché sur la survie, sur il va me faire du mal, il va m'abandonner, il va m'attaquer, il va me manipuler, je sais pas quoi. Et de mieux comprendre, et ça c'est quelque chose qui vient à cœur, c'est beaucoup ce que je fais dans mon travail de psychologue et psychothérapeute, c'est de comprendre les mécanismes en jeu et de voir que parfois on ne fait pas exprès, qu'on a envie d'être ouvert à l'autre, mais manifestement on ne peut pas faire plus, et que l'autre il a envie d'être ouvert à nous, de contribuer, mais il est bloqué. Donc on le prend à l'endroit où il est, et après ça peut s'ouvrir ou pas, mais au moins de comprendre que quand il est fermé, notre partenaire, le prendre à l'endroit où il est, ça peut aider. Si encore c'est possible, encore faut-il comprendre ce qui se passe chez lui. Mais ça augmente la tolérance. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est... je vais parler, donc, je commençais à développer cette histoire d'entraide. Hein. Faire vivre l'amour, c'est déjà rien que la première... faire vivre l'amour, moi ça me parle déjà, faire vivre l'amour dans nos relations. Est-ce que c'est possible? En quoi c'est important de faire vivre l'amour? Et d'y apporter un côté pérenne. Hein, je parlerai sur la prochaine conférence de l'inconstance en amour, de l'inconstance, hein, non pas de la constance. Donc ça c'est un sujet qui est un peu en rapport avec celui-là.
Mais parce que ici on parle aussi de l'impermanence, hein, de voir que comme si c'était la dernière fois, et faire vivre l'amour, il y a quelque chose de ah ouais, est-ce que c'est possible d'avoir en tête, d'avoir l'intention de faire vivre l'amour, je dirais pas de manière inconditionnelle parce que c'est pas possible de le faire vivre de manière inconditionnelle, mais d'être dans cette intentionnalité, même si c'est pas toujours possible d'y arriver. Mais en tout cas, d'avoir l'intention, d'avoir un élan pour être dans l'ouverture quand c'est fermé, cet élan de soutenir l'autre, ouais, d'être en amour pour l'autre, y compris quand ça ne va pas à l'endroit où il est, et de le prendre, comme je le disais il y a 30 secondes, à l'endroit où la personne est fermée. Est-ce que je peux rester en amour pour l'autre quand l'autre est fermé ? Quand l'autre ne va pas dans le sens de mes besoins, quand l'autre ne me satisfait pas, parce que c'est facile. Alors ça, il y a un truc que je dis sans arrêt à mes patients, je le rappelle sans arrêt, il m'énerve déjà, des fois, souvent, je m'agace. Mais bon, je comprends parce que j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Ils me disent mais il m'aime pas, je crois que je l'aime plus. Mais je dis mais arrêtez de balancer, je t'aime pas, ça ne veut rien dire. La personne, elle est satisfaite, elle est comblée dans ses besoins, elle vous dit, elle vous balance je t'aime. C'est simple, c'est normal, c'est logique. Et quand elle n'est pas satisfaite dans ses besoins vitaux, eh ben, elle vous dit je t'aime pas. C'est pas qu'elle vous aime pas, c'est qu'elle n'est pas satisfaite dans ses besoins. Donc ça c'est extrêmement simple à comprendre. Est-ce que je peux rester ouvert ou ouverte, faire vivre l'amour, même quand l'autre est fermé, parce que ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait à cet instant T dans ses besoins. Point barre, ça ne veut rien dire d'autre. Il n'est pas question d'amour, il n'y a pas d'histoire d'amour maintenant. Ça c'est un fantasme, c'est des histoires. Donc si vous vous fiez sur il m'aime pas, je l'aime pas, je l'aimais, je l'aime plus, vous n'allez pas faire vivre l'amour longtemps. Donc pour moi, je l'avais dit déjà dans d'autres conférences, mais faire vivre l'amour, il y a quelque chose aussi de faire vivre cette intensité et de faire perdurer cette intensité. Donc là, le thème de ce soir, c'est faire vivre l'amour, première phrase, comme si c'était pour la dernière fois. Donc on va rajouter la suite, comme si c'était pour la dernière fois. Donc là, ce qui m'est venu, c'est, ben oui, si j'ai cette posture, ce regard de ah ouais, l'autre, ça va peut-être pas durer ma relation, peut-être à tout moment il peut me quitter, soit il peut me lâcher, soit il peut partir avec quelqu'un d'autre, soit il peut mourir, soit, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'est pas acquis. Et savoir qu'il n'est jamais acquis, eh ben voilà, est-ce que je peux ramener ainsi présentement de l'intensité maintenant dans ma relation parce que je sais qu'il n'est pas acquis. Si je m'arrange à me mettre en sécurité, parce qu'il y a une partie de nous qui cherche la sécurité. Donc on veut stabiliser nos relations, notre couple, on fait des plans, on se marie, on se met dans des contrats, alors maintenant c'est la mode des contrats de couple, avant c'était les contrats de mariage, c'était pour sécuriser, blinder, borner le lien. Hein, on se mariait dans des contrats de mariage, hein, ça se fait encore, hein, moins, parce que ça s'est un peu cassé la gueule. Donc on a remplacé les contrats de mariage, pas pour tous mais pour certains, sur des contrats couple. Donc c'est toujours pareil, on veut borner, on veut mettre des limites, on se dit bon ça y est, j'ai la bonne personne, mon prince charmant, ma princesse, enfin bon peut-être pas mon prince, ma princesse, au bout de quelques années. Ceux qui sont moins jeunes, mais ils disent bon ça y est, j'ai agrippé un numéro, quelqu'un qui est bien, avec qui je suis bien, donc je veux me le garder. Je veux faire tenir l'amour et la relation et la personne, je veux pas qu'elle parte. Et c'est sans compter qu'elle peut partir pour des tas de raisons. Donc il n'y a rien d'acquis. Vous êtes sur des sables mouvants comme moi ici, hein. Ça bouge, on n'est jamais sur rien de stable. Et ce principe de l'impermanence, de l'instabilité, c'est important parce que c'est comme si vous aviez compris ou intégré que tout est en flux tout le temps, tout est en mouvement tout le temps. Il n'y a rien qui peut être figé comme une photographie, c'est une photographie qui est fixée. Mais sinon, la vie ne fait que se mouvoir. J'ai écouté une conférence de Nietzsche hier qui disait dans son truc, l'être est toujours en devenir, il est toujours mouvant, on peut pas se catégoriser, on ne peut pas rentrer dans un cadre, on peut pas... On peut le faire de manière psychique, on peut s'inventer des cadres, mais en fait on passe son temps à mouvoir, on ne peut pas fabriquer une identité fixe, parce qu'on est tout le temps en mouvement. Notre psychisme, nos humeurs, on est constamment dans quelque chose qui se meut, qui est dans un flux mouvant. On ne sait même pas qui on est, on se définit, on se cadre, on cadre les autres, on borde dans tous les sens. Alors c'est bien gentil parce qu'on cherche de la sécurité, de la stabilité,
mais quelque part, c'est presque un leurre, quoi. Je dirais peut-être par à quoi bon, parce qu'on se fait plaisir à se sécuriser pour calmer notre cerveau reptilien, parce que sinon on est en alerte rouge toutes les 5 minutes, donc ça serait invivable. Mais il ne faut pas être dupe. Moi, ce que je dis toujours, c'est ayez un peu un fond de lucidité, amusez-vous à faire des contrats couples si vous voulez, pour border, pour mettre des contrats dans tous les sens, d'exclusivité, je sais pas quoi, des règles pour cadrer, parce que ça vous colle de la stabilité, vous êtes un peu plus détendu, ça débranche le cerveau reptilien, bon très bien, ne soyez pas dupes. Tout est mouvement, tout bouge tout le temps, il n'y a rien qui est stable, on est sur le mouvement, peut disparaître à tout moment, et donc savoir inclure, inclure ceci. Et vraiment, ça vous détendra profondément de savoir que rien n'est stable. Enfin, en tout cas, moi, ça le fait pour moi. Et ça rajoute une intensité, un précieux de l'immédiateté de l'existence. C'est là où je me rends compte que, ah ouais, maintenant c'est précieux. Maintenant, il n'y a rien d'acquis. Tout à l'heure, vous ne serez plus là, le rideau va tomber. Je ne serai plus sur la scène, je ne serai plus rien. J'ai jamais été grand-chose, mais là, je serai encore moins quelque chose, parce que je ne serai plus là pour me regarder. Mais c'est tout le temps comme ça. Il n'y a rien qui est stable. Je peux essayer de faire des trucs stables, mais c'est... Et quelque part, c'est joli, éphémère. L'éphémère rend la vie beaucoup plus intense et précieuse, et c'est ça qui va, pour moi, ramener dans la relation, si je ramène sur la relation amoureuse, puisque c'est le sujet du jour, faire vivre l'amour comme c'était la dernière fois, c'est ça qui ramène la flamme et la passion et l'intensité. Si vous vous amusez à ramener de l'intensité, comme aujourd'hui c'est la mode, avec des trucs, des fantasmes, de l'échangisme, vous rajoutez des bricoles en fait, vous rajoutez des tas du bricolage, quoi. Mais pourquoi pas, on peut s'amuser avec plein de choses, mais on rajoute quoi, on rajoute sur quelque chose qui est déjà là en fait. Parce que si on est dans cette posture de l'éphémère, rien n'est acquis, l'intensité elle est tout de suite là. Vous n'avez pas besoin de rajouter des tas de chichis, des fantasmes dans tous les sens, des machins un peu SM, échangisme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas besoin de rajouter des tas de trucs. Tout est là, la lumière elle est maintenant, elle est masquée, le précieux est masqué. Parce que vous pensez que c'est acquis, que votre partenaire, ça fait 10 ans que vous êtes avec, ou 3 ans, ou même 6 mois, bon bah c'est bon. Une fois que c'est moins nouveau, bon bah il est là, il a été là, c'est bien un meuble, quoi. Donc c'est un acquis. Le problème c'est quand vous êtes une plante de décoration, bah, il n'y a plus cette intensité et vous cherchez par tous les moyens dans la relation amoureuse à faire vivre la flamme, à entretenir la flamme. Bon, alors comment je vais faire pour pimenter, épicer ma relation? Voyons, cherchons, nanana. Alors qu'est-ce que je viens de trouver ce soir? Ma sexualité, je m'ennuie, putain j'ai plus de désir, que je fais? Bon. Alors il faut que je trouve un truc, ramenons une tierce, une quadruple, un trouble, on va en avoir plein de trucs. Mais c'est sympa, c'est chouette parce qu'on joue, on peut jouer avec plein de trucs. Mais l'intensité, si vous voulez épurer, eh ben, l'intensité c'est cette posture. Faire vivre l'amour comme si c'était toujours la dernière fois. Votre partenaire, vous le voyez, vous imaginez dans 5 minutes, vous ne le voyez plus, il meurt, il disparaît. Voilà. Vous restez, d'un coup vous allez le regarder autrement. Mais faites-le, alors vraiment c'est une posture, je vous invite vraiment à le faire. Vous allez rentrer chez vous si vous êtes soit en relation avec des amis, là je parle pour des gens qui sont en couple, mais des relations, des personnes qui vous tiennent à cœur, vos enfants, ou vos parents, ou je ne sais pas, vraiment des personnes qui vous sont chères, eh bien retournez-vous, installez cette posture intérieure qui est regarder l'autre comme si c'était la dernière fois et expérimentez ce que ça change en vous de le regarder comme ça plutôt que de le regarder habituellement. Voilà. Vous pouvez le faire le matin, au réveil, vous ouvrez les yeux, vous avez survécu à la nuit, magnifique, déjà c'est extraordinaire. Vous pourriez faire une petite célébration, mais vous ne vous rendez pas compte le matin, parce que vous n'incluez pas cette histoire de on peut mourir à tout instant. Mais moi qui le pratique comme ça depuis des années, je ne sais pas pourquoi je suis fabriquée comme ça, le matin je me réveille, il y a déjà un moment de célébration. Attends, j'ai survécu quoi. Ah, mais c'est précieux quoi la vie. Alors après on peut dire ouais mais enfin bon on va partir dans l'effondrement, l'humanité est en péril, on va tous mourir là-dedans, d'accord. En attendant, je ne suis pas encore mourue, donc en attendant je peux honorer le précieux de la vie qui me traverse mettre mon orientation sur la gratitude quoi. Et l'émerveillement, parce que cette posture qui consiste à être vraiment waouh, bah ouais,
c'est pas gagné, c'est pas acquis, je peux partir, il peut partir, la mort est présente, quoi, la finitude est présente. À ce moment-là, l'intensité, elle est là. Donc c'est une orientation aussi sur l'émerveillement comme l'enfant peut le faire si bien, et la gratitude. Et ça, c'est pas acquis. Je forme beaucoup de gens, notamment dans les stages de tantra, sur cette compétence de retrouver notre enfant intérieur qui a oublié de s'émerveiller et donc de regarder avec cette intensité fraîche et nouvelle, toujours la première ou la dernière fois. Tout est tout le temps neuf, un regard frais et nouveau sur les choses, sur le monde, sur les autres, etc. Mais ce sont des postures à intégrer, à pratiquer, parce que si on ne le fait pas, voilà, on ne le fait pas, on oublie. Et nos petits tracas, vous savez, il y a eu des expériences qui avaient été faites comme ça. On avait interviewé pas mal de personnes qui se mettaient en roue libre. On dit en roue libre, c'est-à-dire dans des trains, à rêvasser. Dès qu'on est un peu dans le vide mental, on n'est pas sur des tâches, on est préoccupé à fond, notre conscience est préoccupée sur nos tracas quotidiens, nos listes à faire, qu'est-ce que je vais faire demain, ma relation de moment, qu'est-ce qui va m'arriver après-demain, enfin voilà, les trucs, les petits tracas vraiment qui nous obsèdent, et on se remet tout de suite à tourner en boucle dans notre disque dur, dès qu'on nous met dans le vide 2 minutes, vous êtes dans le train, vous rêvassez, vous êtes dans la voiture, vous rêvez, voilà, à chaque fois on ne peut pas s'empêcher d'être sur nos trucs intérieurs, notre moi jacasseur, qui n'arrête pas de tourner en boucle sur les petites préoccupations existentielles du quotidien, et donc qui oublie l'intensité, le précieux de la vie, qui oublie que voilà, nos petites préoccupations du moment, elles n'ont que l'intérêt des petites préoccupations du moment. Mais on est fabriqué comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut lutter contre notre formatage habituel qui a l'impression qu'hier, aujourd'hui, demain, surtout quand vous avez la santé, ceux qui n'ont pas la santé, ils le disent toujours, ils disent oh là là, vous ne vous rendez pas compte que la santé c'est précieux, quand vous êtes plus ou moins en forme, vous allez aller à peu près nulle part, ça y est, on repart dans nos petites habitudes. C'est bizarre comme on oublie que voilà, la santé n'est pas acquise, qu'on va mourir, qu'il peut disparaître, qu'on est sur des sables mouvants, que tout bouge tout le temps, que rien n'est stable. Voilà. Mais c'est important de se le rappeler, de jamais oublier ça. Peut-être ce sont des pratiques qui peuvent vous aider, qui sont des pratiques de regarder cette posture que je vous vends, entre guillemets, elle est gratuite, regardez l'autre comme si c'était la dernière fois. Il se trouve que c'est pas quand même moi qui l'ai inventé. Il y a des yogis, des méditants, dans le tantrisme aussi. On voit des gens qui sont empreints de spiritualité, qui ont eu l'habitude de méditer avec cette pratique, qui allaient par exemple, pour ne jamais oublier que la mort était présente, qui allaient méditer dans des cimetières ou dans des lieux chargés de mort. Voilà. Donc, de tout temps, ont existé des personnes qui ont essayé de faire valoir cette idée de ne jamais oublier que rien n'est stable, que tout peut s'arrêter à tout instant. Ça veut dire qu'on est limité, que la vie n'est pas donnée, que voilà, on est des petites choses, au lieu de s'appuyer sur la folie des grandeurs, de la toute-puissance. Qu'on résiste et qu'on en a encore pour on ne sait pas combien de temps, point d'interrogation. J'étais en train de penser que j'avais commencé à développer cette notion, la deuxième notion que je voulais développer. Là, c'était la première, c'était sur l'intensité, faire vivre de l'intensité sans rajouter des tas de fioritures, vous avez compris, simplement en se souvenant que voilà, rien n'est acquis. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était cette notion, justement, le parallèle que je voulais faire avec les problèmes écologiques de la planète et les problèmes écologiques de la relation. Donc, ça m'a questionné, parce que je me suis dit, ben oui, c'est vrai que là, c'est inéluctable, les problèmes écologiques, ça, on ne fait que parler de ça, les problèmes environnementaux, enfin, on entend que ça tout le temps, et c'est vraiment pas délié. Et en même temps, regardons, nous, dans nos relations, dans notre manière de relationner à nous-mêmes déjà, dans notre manière de relationner à l'autre,
est-ce qu'on est en écologie du système? On parle d'écologie relationnelle, hein, c'est un terme que c'est pas moi qui l'ai inventé, de nouveau. Est-ce qu'on sait de nouveau être d'accord pour pas tirer sur nos ressources? C'est-à-dire, l'écologie du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver l'équilibre entre je donne et je reçois. Hein, parce que on le voit sur l'écologie de la planète, hein, si l'homme qui domine trop les ressources, qui récupère, qui prend trop les ressources sans donner, et les ressources ne sont pas inépuisables. Donc on se retrouve en ce moment avec des problèmes de biodiversité, de disparition des espèces, de réchauffement climatique, plein de problèmes qui font que si on prend plus que ce qu'on donne, c'est un déséquilibre. Donc on ne va pas le faire longtemps. Donc ici on va retrouver la même chose au niveau de la relation. Soit de moi à moi, soit de moi à l'autre, hein, soit déjà de moi à moi. Si je vois, est-ce que je me donne autant que... Est-ce que je me donne à moi-même? Est-ce que je reçois autant d'énergie que j'en dispense pour les autres? Et vous allez voir que si vous êtes dans un décalage, si vous êtes toujours dans je donne aux autres, par exemple les altruistes, hein, j'avais fait un cours sur les altruistes, ceux qui aiment trop. Si vous êtes trop dans je donne, je passe mon temps à donner, à être généreux, à donner de mon temps, à droite, à gauche, à droite, mais que je ne prends pas le temps de me donner à moi-même du temps pour moi, vacant, des ressources, je ne reçois pas autant que je donne, vous allez voir que vous avez votre énergie, vous n'avez pas une énergie qui est illimitée de nouveau, hein, et donc vous allez tirer sur la corde de votre énergie vitale, vous allez sombrer dans des conduites d'épuisement, comme tout en ce moment, des burn-out, des dépressions, de l'anxiété, machin comme ça, parce qu'il n'y a pas cet équilibre entre je donne et je reçois. C'est important ça. Donc ça c'est l'écologie du système, mais là relationnelle de soi à soi. Donc posez-vous la question, hein, est-ce que vous-même, est-ce que vous êtes dans cet équilibre entre je donne autant que je reçois? Je reçois des autres, que je reçois de moi, hein, du temps que je me donne à moi-même, hein, pas que des autres. Est-ce que j'arrive à trouver cet équilibre? Parce qu'on est dans une société qui justement favorise beaucoup le don aux autres. Hein. Soyez dans les entreprises, hein, on voit beaucoup, il faut de la rentabilité, donc il faut donner de son temps, il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut être toujours sur le... voilà, il faut être toujours au top tout le temps. Mais si on est top tout le temps, est-ce que je reçois assez? Est-ce que j'ai assez de temps pour me ressourcer? Moi, je vois pas mal de personnes qui travaillent dans les entreprises qui donnent trop, en fait, et comme l'énergie n'est pas inépuisable, l'énergie vitale, et voilà, ils se font des cracks, donc ça tombe en burn-out. Ça, c'est important, cette écologie du système, de notre système physiologique. Je vous rappelle qu'on est des systèmes nerveux sur pattes, ou des organismes vivants sur pattes. C'est pas par la volonté, hein, je veux donner de mon temps, je veux donner le meilleur, je veux contribuer, je veux ceci, je veux cela. Ça c'est la volonté, c'est mental, mais notre physiologie est limitée. On a une énergie vitale qui est... on ne peut pas donner plus que ce qu'on peut donner, physiquement on n'a pas les moyens de donner plus des fois. Donc quand je vois que je ne suis plus en équilibre avec ce que je donne et ce que je reçois, c'est important, moi je vois des gens en thérapie là-dessus, je fais un stop. Pourquoi je ne sais pas prendre soin de moi à la hauteur que je sais prendre soin des autres ou que je veux donner de mon temps aux autres? Et si c'est basé sur la peur de manquer d'argent, par exemple, je travaille beaucoup parce que j'ai peur de manquer de sous, on revient sur l'histoire que je disais au départ, qui est j'ai peur, donc je suis tellement dans mon machin de survie que je ne reçois pas et je ne me donne pas assez à moi-même. Donc il y a un déséquilibre, et vous voyez que quand il y a un déséquilibre écologique, on est mal barré, ce qui est le cas pour la planète, hein, pour Gaïa, mais c'est le cas aussi pour le système humain. On le reçoit à petite échelle pour nous en tant qu'humains, de nous à nous, en tant qu'individus. Et on va le voir maintenant aussi dans la relation à l'autre. Si je reprends la relation couple, hein, puisqu'on est ici sur un café couple, ça va être pareil. Hein. L'écologie relationnelle, si on est dans la relation, de nouveau, vous avez un partenaire que vous aimez bien, et que vous voyez que vous donnez, vous vous adaptez, soit parce que vous avez peur de le perdre, souvent c'est le cas, je m'adapte, je donne, mais en fait c'est parce que j'ai peur, soit de le perdre, soit qu'il me lâche, soit je sais pas quoi, soit qu'il me soit fâché, soit plein de trucs. Si vous partez de la peur, vous donnez souvent plus que ce que vous recevez. Ou alors, je ne sais pas recevoir. Il y a des personnes qui donnent parce qu'elles n'ont pas appris à recevoir, parce qu'elles ont manqué petit, donc ils n'ont pas appris à recevoir
Donc ils donnent et savent pas recevoir. Ils reçoivent mal. Donc tout ça crée des déséquilibres dans la relation. Et du coup, on va voir que la relation est bancale. Et en général, ces relations, il y en a un qui donne trop, l'autre qui reçoit pas assez, ou l'autre qui donne pas assez et qui reçoit pas, enfin, fait décalage. Ça crée des relations malsaines et qui finissent par péricliter. Donc c'est très important aussi de travailler sur l'écologie de la relation entre donner et recevoir, et apprendre à se donner à soi-même, de nouveau, à être complètement dans je donne à perte. Alors il y a cette histoire d'équilibre, et entre parenthèses, puisque je parle de la recherche de l'équilibre, rappelez-vous que sur les Grecs avaient déjà, les philosophes grecs avaient de tout temps été dans cette recherche de l'équilibre, puisqu'on voit sur le fronton de Delphes, on voit que la deuxième, je ne sais pas si vous le savez, mais la deuxième écriture qui est sur le fronton à Delphes, en Grèce, c'est rien de trop. Hein. C'est donc cette fameuse recherche de l'équilibre. Alors que la première, c'est connais-toi toi-même, ça a l'archi connu, hein. Tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc ça, c'est la première que tout le monde reprend. Mais la deuxième, rien de trop, c'est la recherche de l'équilibre. Et l'écologie de la planète, l'écologie relationnelle, l'écologie du soi à soi, travaille beaucoup sur cette recherche de l'équilibre entre ce fameux donner et recevoir, entre cet épuisement de nos ressources, hein, est-ce que je sais travailler avec mes limites, reconnaître mes limites, et pas aller au-delà de mes limites physiques, mais de mes limites psychiques, mes limites émotionnelles, hein, parce qu'il y a aussi les limites émotionnelles, et quand je suis trop dans trop d'émotions, je m'épuise. Et quand je suis épuisée, je ne peux pas donner grand-chose. Donc c'est vraiment important de reconnaître ces limites, de les toucher, de les reconnaître et de les respecter. Voilà, ça c'est une chose vraiment importante. L'écologie relationnelle, ça c'est autre chose encore que je vais aborder, ça passe aussi par la communication. On en parle beaucoup, hein, de la communication non violente. Alors, je ne suis pas la spécialiste de la communication non violente, mais la relation, elle est aussi beaucoup à base de communication, de langage. On a, nous les humains, on a le langage, et toute la symbolique du langage, voilà, qui fait de nous des êtres humains par rapport aux autres espèces vivantes. Très bien. Donc il faut en faire quelque chose de cette affaire. Donc la communication, c'est essentiel. Encore faut-il que ce soit une communication dite écologique. Donc la communication écologique, de nouveau, elle va avoir trait à est-ce que je peux coopérer, hein, avec mon prochain? Est-ce que je peux être dans l'ouverture, même quand je suis embarquée dans mes peurs? Et c'est vrai que la communication non violente est une aide précieuse à cette communication relationnelle plutôt écologique, où on va parler de nos besoins plutôt que de faire des reproches à l'autre et de parler sur un mode violent. Donc l'autre va plus être en capacité de nous écouter, de nous accueillir, de nous comprendre que si on lui parle sur un mode reproche. Donc ça, c'est tout le travail qui est apporté par la communication non violente, que j'aime beaucoup aussi, et qui permet de continuer de coopérer entre nous, de rester ouvert, coopérer, c'est-à-dire de rester dans l'ouverture, plutôt que la contraction, la fermeture, parce que quand on se fait reprocher des choses, ben, c'est une forme de maltraitance, donc on se met en mode je me justifie, ou en mode je me ferme à l'autre. Donc quand il y a fermeture, au bout d'un moment, l'écologie du système, il y en a marre de donner à perte, je me ferme, je pars. Donc c'est la rupture en général qui vous guette. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'être aussi très, de manière fine, en contact avec à quel moment je suis fermée dans la relation à l'autre, pourquoi je me ferme, et est-ce que je peux réouvrir, comment j'ai la capacité, la compétence ou pas de réouvrir mon cœur à l'autre, et qu'est-ce qui va me permettre de réouvrir? C'est souvent par la communication ou par le fait de comprendre, comme je l'ai dit, qu'il ne peut pas faire plus, qu'il est fermé à moi parce qu'il y a des choses où il se sent pas compris ou pas accueilli, où il y a des besoins satisfaits, et donc à ce titre-là, il s'est fermé à moi. Ça ne veut pas dire grand-chose sur moi, c'est pas la peine de le prendre perso, en général vous le prenez perso, ça veut dire quelque chose sur l'autre. Hein, parce que fermeture engendre, le problème de l'écologie relationnelle, c'est sa fermeture engendre ma fermeture, et c'est fermeture sur fermeture. Donc réouvrir votre cœur, c'est Tintin, hein. Vous avez beaucoup de mal à réouvrir. Donc quand on comprend mieux que l'autre il est fermé, parce que souvent il ne dit pas tout, en plus il ne sait pas communiquer, donc il ne dit pas exactement ce qu'il pense tout bas, ce qu'il va dire, enfin ce qu'il pense tout haut, il va pas dire tout, ce qu'il pense tout bas, il ne dit pas tout. Donc du coup, c'est compliqué de communiquer avec des gens qui ont du mal à communiquer. D'où l'importance des outils comme la communication non violente, de
poser des questions ouvertes, enfin, de savoir écouter, de pratiquer une écoute accueillante, non jugeante, des choses comme ça. Le V à bas de la communication pour engendrer une écologie relationnelle. Bon, tout ça, ce sont des pratiques. Ça ne va pas tout résoudre, mais déjà, c'est mieux que d'éviter, de ne pas savoir se mettre en écologie. Donc, deux choses, hein, rappelez-vous, pour l'écologie, il y a ces histoires d'outils de communication, hein, mieux communiquer, mais il y a aussi ce que je vous disais, cette recherche de est-ce que je donne et je reçois autant, est-ce que je donne autant que je reçois. Ça, c'est important pour moi de faire le point aussi là-dessus et de prendre la météo. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, de faire un point météo sur au fait. Et si je donne trop, pourquoi je donne trop? Pourquoi je m'adapte trop? Et est-ce que j'ai les moyens? Parce que c'est pas tout sur un et un sur tout, je vous le dis à chaque fois, c'est pas la peine d'attendre trop de l'autre. On est dans une époque où on attend 10 fois trop d'une et une seule personne, c'est-à-dire la personne avec qui on vit ou avec qui on est. Est-ce que je peux me ressourcer ailleurs par d'autres stratégies que de compter que sur cette personne pour satisfaire tous mes besoins? Parce que là, je suis mal partie. Donc le fait d'attendre trop crée évidemment un dysfonctionnement relationnel. Et ça, c'est aussi une problématique de notre époque moderne sur les relations que l'on mène. Hein, où on attend beaucoup trop du partenaire et là, on donne à perte en fait. On donne trop, on s'adapte trop, on attend trop, donc on est super mal. Voilà, donc ça, c'est un autre point que j'ai déjà abordé dans nos conférences. Je ne vais pas redévelopper ce sujet, mais je le dis presque à chaque fois. Voilà, alors maintenant, troisième point que j'ai déjà abordé, mais je le reprends. C'est dommage que la photo ne passait pas, mais je voulais vous passer les peintures de la Renaissance, des peintures de vérité. Les peintres de la vérité, je ne sais pas si vous connaissez, non, vous ne connaissez pas, c'est joli, mais vous regarderez sur Internet. Il faut encore, et ça existe encore, hein, mais c'était à l'époque de la Renaissance, les peintres de la Renaissance avaient inventé ça. Donc ils mettaient toujours des crânes ou des symboles de mort dans leur peinture. Il faut vraiment ne pas oublier cette histoire que voilà, on a vu la mort. Donc j'avais fait une conférence la dernière fois au mois de juin sur la philosophie du pessimisme. On revient un peu à cette histoire-là. Donc là, ils mettent des crânes dans les peintures de la vérité. Et en fait, si je reprends la phrase, l'idéologie de cette période, de ces peintres-là, qui vient en fait des stoïciens, et les stoïciens, eux, ce qu'ils disaient, c'est, je vous dis, la phrase en latin, ça fait très chic, vanitas vanitatum et omnia vanitas. Ça veut dire, en clair, tout traduit, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, ces peintures qui offrent à voir un crâne en plein milieu d'une nature morte, par exemple, là j'ai vu, il y en a une, il y a un hamburger, il y a un Coca-Cola, et donc il y a le crâne en plein milieu. Il y a une recette de cuisine, et puis il y a un crâne en plein milieu. C'est vraiment la signification que voilà, toute chose passe, hein, rien va perdurer, quoi. Hein, donc c'est bien de se rappeler ceci et cela, que tout va s'effacer, tout va partir, rien n'est acquis, rien va perdurer. Et donc cette vanité, arrêtons d'être dans la prétention, d'être dans la vanité, de s'y croire, de se la péter, enfin toujours pareil. Donc on se rappelle qu'on va mourir, on se rappelle que l'argent, les plaisirs, la richesse, la puissance, tout ça, ça va s'évaporer. En 2 temps 3 mouvements. Hein, si je vous mets en face maintenant justement de cette vraie question qui est imaginez dans 6 mois tout va s'effondrer. Voilà, donc votre maison, tout ça, ça va s'effondrer, nous allons vivre par exemple, on n'aura plus assez d'eau, on n'aura plus assez d'électricité, il y aura des réductions, enfin, etc. Parce que nous allons arriver vers une période de décroissance, donc voilà, par exemple. Hein. Donc je vous fais imaginer, je vous fais visualiser dans le futur, tout va s'effondrer. Revenez maintenant. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience, dans votre représentation maintenant, quand vous imaginez que dans quelques mois, tout va s'effondrer? Qu'est-ce que ça change maintenant? C'est-à-dire, est-ce que vous partez avec des regrets, hein, ou imaginez-vous, vous allez partir, alors ça, c'est imaginer que tout va s'effondrer,
ça ramène sur l'essentiel. Quelles sont les priorités de ma vie? Qu'est-ce que je vais prioriser si tout s'effondre maintenant? Quel est le précieux de ma vie? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? Quelles sont les choses vraiment sur lesquelles j'ai envie de porter attention maintenant, si je sais que tout va s'effondrer? Donc ça ramène toujours, cette histoire de finitude ramène toujours sur mais qu'est-ce qui est essentiel? Effectivement, il y avait eu pas mal d'enquêtes sur les personnes qui avaient frôlé la mort, sur les NDE, etc., les Near Death Experience. Ils avaient relaté comme ça, il y avait des enquêtes qui avaient été menées sur les gens qui avaient frôlé la mort. Ils avaient témoigné, ah oui, quand je suis revenue, je ne suis pas mort parce que sinon je n'aurais pas pu témoigner, mais je me suis vraiment mis sur l'essentiel. C'est comme si j'avais senti que ma mission, enfin s'ils ont une mission, si tant est qu'on a une mission, voilà, l'essentiel pour moi c'est, j'ai vraiment envie d'offrir ça, de mettre l'accent là-dessus, parce qu'il n'y a pas la pérennité. Donc c'est la lumière qui surgit, qui est, ah ouais, mon énergie je vais la mettre là-dessus. C'est ça, imaginez dans 6 mois l'effondrement, voilà. Ce sur quoi vous mettez l'accent, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Et donc ça ramène, c'est pour ça que les peintures des vanités, tout ça, ça ramène toujours à l'essentiel, c'est ne pas oublier. Alors ce sur quoi je mets mon attention maintenant, c'est quoi? C'est quoi qui est précieux? C'est quoi qui me fait, c'est quoi qui met ma flamme? C'est quoi qui me rend joyeux et qui me donne de la légèreté, d'envie d'être en vie. Donc ça c'est vraiment une vraie question. Et puis imaginez maintenant, puisqu'on est dans la relation amoureuse, votre partenaire disparaît dans les mois à venir, il n'a plus pour très longtemps. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses, quand des donner recevoir? Est-ce que vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait l'essentiel? Est-ce que vous partez avec le sentiment que vous n'avez plus rien à regretter? Donc, que vous avez donné le maximum, que tout s'est passé comme vous le souhaitiez, partez en paix, en fait. La question, est-ce que je pars en paix? Est-ce qu'il part S'il part, est-ce que je suis en paix avec ça? C'est une vraie question, je vous rappelle, c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de parler de cette conférence ce soir, qui est Faire vivre l'amour comme si c'était la dernière fois. Ça pose des questions essentielles, vraiment très très profondes sur, ouais, tiens, en fait, si j'imagine que vraiment il va y avoir quelque chose de l'ordre de la finitude, est-ce que je pars en paix? Parce que on va partir, on va mourir, vous et moi, on va pas vivre jusqu'à, sauf si vous partez sur le trip de l'immortalité avec du transhumanisme là, comme certaines grosses entreprises sont sur le sujet, partez sur Mars, mais bon, pour les autres, nous allons vos partenaires aussi, où voilà, ça ne va pas continuer éternellement. Donc, est-ce que vous partez en paix, quand tout s'efface? Est-ce que vous partez en paix, ou au contraire très agité, très angoissé, l'impression de ne pas avoir fait l'essentiel? C'est une vraie question. Voilà. Donc, en même temps que je parle, je vois que vous cogitez sur cette question-là. Imaginez que vous n'en avez plus pour longtemps. Et d'ailleurs, même si c'est vous qui partez, est-ce que vous partez en paix? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous n'avez pas de choses à regretter, que vous ne laissez pas des choses en suspens, voilà, des liens, des trucs qui n'ont pas été essentiels ou auxquels vous auriez passé beaucoup de temps et qui n'étaient pas si essentiels que ça, finalement? À quoi je passe mon temps, où je mets mon énergie? Donc c'est vraiment ça qui m'importait de vous relater. Et puis ce point aussi que j'ai un peu entrevu aussi sur l'entraide, qui me tient aussi à cœur, dans ces périodes un peu instables, que je vous disais que on va retrouver ces notions d'altruisme quand même qui sont précieuses, puisque je vous disais que en fait la croyance du mythe, qui est un mythe actuel, qui est l'homme est quelque chose de par nature, il est dominé par ses pulsions, c'est un être individualiste, conflictuel, dominant, il cherche à conquérir, il cherche à dominer, donc on dirait qu'on est considéré comme un animal sauvage, comme un animal agressif, conflictuel, qui veut toujours chercher, qui fait des guerres pour aller acquérir des territoires nouveaux, etc. Ça, il faut savoir que ce mythe-là, ce mythe de la vision de cet homme-là, c'est depuis la fin du Moyen-Âge. Vous ne vous rendez pas compte parce qu'on est imbibé de ce mythe-là, qui est un mythe fondateur, et c'est un mythe. C'est pas forcément vrai.
c'est bien de vous questionner là-dessus. On est imprégné de ça. On se raconte ces histoires-là sur la loi naturelle de l'homme. C'est une personne a priori destructrice. Regardez ce qu'il a fait sur les animaux. C'est sûr que là, ce qu'on fait sur les animaux, c'est vraiment pas terrible au jour d'aujourd'hui. Ils sont nos esclaves. Donc c'est sûr qu'il y a, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il y a quand même ce mythe qui a questionné, qui est l'homme est par nature. Instinctivement quelqu'un d'agressif, voilà, d'asocial, de violent, de dominant. Et je vous disais, c'est depuis la fin du Moyen-Âge. Mais en réalité, si vous regardez, il y a autant cette partie-là qui nous constitue que la partie du goût de l'entraide, de notre élan naturel à contribuer, à nous entraider, à coopérer. Et on le voit. Je lisais justement ce bouquin sur l'entraide, qui est un bouquin de 2017 de Pablo Servigne aussi, je vous en parlais tout à l'heure, et il disait, moi je trouvais ça vraiment intéressant, que les espèces, entre elles se mutualisent, entre interespèces, ou entre l'homme et les animaux, mais même entre végétaux, entre eux, etc. Ils se mutualisent entre espèces, interespèces, intraespèces, à coopérer ensemble. Et même nous, par exemple, on est incapable de photosynthèse, donc on est obligé d'utiliser les plantes, les végétaux, on est obligé pour respirer, et tout le microbiote qui nous constitue, on est obligé toutes les bactéries, on est obligé d'utiliser ça pour notre propre survie. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, on est toujours en train de coopérer avec plein d'autres éléments qui nous sont externes, et on ne peut pas, on est tous interdépendants, on est connectés au règne végétal, au règne animal, on est connectés, on est interdépendants les uns des autres, et on ne peut pas survivre seul. On est connectés, on est indépendant de notre famille, de la société. Vous n'avez jamais vu un humain tout seul qui va créer un smartphone dans son coin. Il va être obligé d'utiliser la société, d'autres personnes, on vit en réseau. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant de voir, c'est qu'on ne peut pas ne pas réseauter. On ne peut pas ne pas faire ensemble. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc ça, c'est tout le travail de la coopération qui est toujours gagnante par rapport à la compétition. Et c'est intéressant aussi de le voir, parce que le mythe fondateur actuel, c'est plutôt de croire que l'homme est compétent. Enfin, on est dans une société de compétition, c'est celui qui gagne, c'est depuis Darwin, c'est celui qui gagne qui va survivre, et comme, voilà, et donc restons dans la compétition, enfin, voilà, on s'alimente là-dedans, nous sommes des individualistes forcenés, donc il faut lutter contre ça, il faut nous dresser pour lutter contre ça. Il y avait une phrase comme ça que j'ai relevée de Margaret Thatcher en 1978 qui disait nous ne sommes pas des gens très sociaux, la vie sociale ça n'existe pas, nous sommes des individualistes, la société ça n'existe pas, la vie sociale n'existe pas, nous sommes des individualistes et donc il va falloir faire des efforts pour s'entraider. Bonjour la vision. Donc en fait non, l'entraide c'est plutôt naturel, on a toujours, il y a des milliers d'agencements, d'articulations où même sans s'en rendre compte, on coopère les uns avec les autres et on ne peut pas fonctionner sans être en réseau. Ça a toujours existé comme ça. Et je pense qu'il y a cet élan vraiment vital à contribuer qui nous est naturel. Quand il y a un bébé qui pleure à côté, la première chose qu'on fait, on se retourne, on regarde le bébé. Et ça, c'est vraiment automatique, on ne se questionne pas là-dessus pour aller l'aider. Et on fait tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de naturel dans notre envie de coopérer avec les autres. Et je vous ai dit, dans les situations catastrophiques, si jamais on va vers l'effondrement, il y a quand même plus de chances, et on le voit en ce moment avec les problématiques climatiques, là, que les gens ont plutôt tendance, dans les urgences, dans les catastrophes, à s'entraider et à aider des personnes, mais vraiment des inconnus. Ça, c'est toujours vu, ça, dans les catastrophes. Donc c'est important de faire ce lien. Moi, j'ai lu quand même des choses là-dessus. C'est vrai qu'il y a ce mythe fondateur, là, comme quoi l'homme est vraiment une mauvaise personne, il est violent, etc. C'est après le Moyen-Âge, mais ça n'a pas toujours été dit comme ça. Je pense que c'est important de remettre les idées en place, qu'on est autant, je pense, des êtres
branché et câblé sur l'altruisme. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont sacrifiés qui cherchent l'égalité, renouer avec les injustices, défendre les droits, etc. Hein. Ça nous tient à cœur ces sujets-là. On le voit aujourd'hui avec le féminisme et puis plein d'autres mouvements qui défendent l'égalité des droits, les intérêts, la justice dans le monde, etc. Donc il y a autant une partie, je pense, lumière, qui est la partie altruiste, compassion, naturelle, contribuer voilà, dans la générosité, que la partie qui serait plus sombre, qui est la partie voilà, individualiste, compétition, on veut écraser notre prochain, on veut que guérir le monde, on veut... donc c'est important de voir les deux côtés hein, et de pas être de basculer dans un camp ou dans l'autre, pour toujours faire la part des choses. Je pense que c'est important de faire toujours un pas en arrière pour prendre un peu de recul et dire attends, qu'est-ce que je crois? Est-ce que mes croyances sont liées à des injonctions sociétales liées à notre époque et que je suis imbibée de ça, ou est-ce que je pense par moi-même? Enfin par moi-même, si tant est que c'est possible de penser par soi-même, tant qu'on est imbibé par notre culture, nos conditionnements, notre famille, les informations, enfin pas sûr qu'on soit dans la neutralité, mais au moins de faire quand même un pas en arrière sur ces questions de croyances sur lesquelles on ne s'interroge pas toujours et on se dit ah oui c'est vrai, alors dans quel camp vous êtes, regardez dans quel camp vous êtes, est-ce que vous croyez que l'homme est plutôt par nature quelqu'un de violent, de méchant, de mauvais, ou par nature plutôt quelqu'un de bon, de gentil, d'altruiste, etc. C'est intéressant de faire la part des choses, alors peut-être que c'est ni l'un ni l'autre, hein, et je pense qu'il y a autant l'un que l'autre, mais de prendre un peu de recul par rapport à vos croyances sur l'être humain, la nature de l'être humain et les lois qui le conditionnent. Comme j'ai beaucoup parlé et que j'aime bien aussi avoir un petit temps d'échange avec vous, je vous laisse la parole sur ce sujet. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est l'amour comme si c'était, faire vivre l'amour comme si c'était la fin du monde ou la dernière fois, ou en tout cas pas pour toujours. Dans ces temps un peu chaotiques en ce moment. Donc voilà, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, ou de témoigner, ou de poser des questions? Vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous laisse le micro si vous voulez parler. C'était très bien. Ah, merci. C'est gentil, c'est chouchou. Hein. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Je vous passe le micro. Parce que, alors, oui, si, il amplifie le micro. Merci. Alors, j'ai une question pratique toute simple. C'est est-ce que ce sera possible d'accéder à la vidéo après? Est-ce qu'elle sera disponible et visionnable? Ah oui, si tout est bien passé, le son, tout ça, en général, je la mets sur YouTube. Ok, ou sur ma chaîne ou sur mon site. Donc elle est sur les deux. En général, chaque conférence que je donne est enregistrée, filmée, et après je la mets pour l'offrir au plus grand nombre. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché dans mon histoire personnelle, actuelle et amoureuse. Ah ouais. Besoin de la revisionner. Ouais, ok, super. Moi, c'est un sujet que je vous transmets parce que ça me touche beaucoup. Ça me passionne aussi. Et ce qui me touche là-dedans, c'est vraiment cette histoire de... Je sais pas, cette sensibilité que je peux avoir, que je peux partager probablement sur cette humanité souffrante qui va pas bien du tout. Et en même temps, voilà, on est là, pas fini. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et se mettre intentionnellement, voilà, dans qu'est-ce que je peux faire moi à ma mesure, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraîner, pour s'aimer. Merci pour ce que tu as dit. D'autres questions? Excusez-moi, ça me beaucoup. Ouais. L'amour, bon, j'ai l'impression que ça parle davantage de l'amour peut-être à deux, mais ça me ramène à l'amour de soi. Ouais. Et comment faire pour s'aimer davantage, pour aller vers les autres, bien sûr, avec plus de bienveillance? Quoi faire pour m'aimer davantage?
Alors ça c'est un vrai sujet. J'ai pas souhaité, j'en ai pas fait l'objet d'une conférence, ça pourrait faire l'objet d'une conférence, par contre ça fait l'objet d'un stage, puisque je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter et qui sont très en mal avec ça. Et comme je disais, je parlais d'écologie du système, mais déjà la première chose c'est l'écologie de mon système. Avant, parce que si je ne prends pas soin de mon système, je ne peux pas prendre soin de l'autre système, des autres, parce que je donne à perte. Je donne à partir d'un endroit où je suis épuisée, vidée, et à un moment donné, je suis asphyxiée. Donc je ne peux pas donner à perte, c'est juste pas possible. Et le problème de l'altruisme en excès, c'est que je suis tellement dans la dévotion et le sacrifice que je m'oublie et que je ne reconnais pas mes limites. Et donc il y a cet irrespect de soi, ça ne va pas durer longtemps. Là aussi, tu vas finir ta vie plus vite si tu donnes à perte. Donc c'est très important de mettre en place cet amour de soi qui est dans le respect de ses propres limites. Et donc c'est la première chose, c'est vraiment, et ça c'est un long chemin, je dirais c'est le chemin de toute une vie, je reconnais mes limites, à quel endroit je perds mes forces vitales, à quel endroit je donne trop, pourquoi je fais ça. Alors c'est en général pourquoi je fais ça, parce qu'il y a souvent des peurs, hein, je m'attache, j'ai envie de me mettre en sécurité, je me dis que si je perds l'autre, je ne vais pas m'en sortir, je me dis que je ne peux pas vivre toute seule. Tu vois, souvent on se dit oh là là, mais si je perds mes relations, je vais vivre toute seule, mais je ne vais pas jamais m'en sortir tout seul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est vraiment tout seul? Tout seul, pas tout seul. Quelque part, on est quelque part toujours tout seul, tu le sais très bien d'ailleurs. Hein, et en même temps, on n'est jamais vraiment tout seul. Donc à quoi on peut se relier? Peut-être à quelque chose de plus grand, à avoir la foi aussi, quelque chose qui nous transcende, ou pas. Mais il y a un chemin à faire sur cette histoire d'amour de soi, qui est peut-être d'apprendre à se respecter, et puis peut-être de manière plus large, à s'inclure dans l'ensemble. Je dirais que... Parce qu'il y a l'amour de soi du moi, ça c'est la première étape. L'amour du petit moi que nous sommes, qui est de ce que je suis en train de dire, respecter ses limites, ne pas donner à perte, respecter son énergie, pas trop se fatiguer, savoir se reposer, tous ces trucs-là. Ça c'est respecter son moi. À un moment donné, il y a quelque chose qui dépasse le moi. Si on arrive dans ce qu'on appelle le soi, qu'est-ce qu'est le moi? C'est-à-dire c'est transcender l'individualité. Peut-être que l'amour de soi, c'est aussi la transcendance. C'est de voir qu'on est pris dans quelque chose de plus large, quelque chose de transcendant qui nous dépasse, et que le petit moi, finalement, il peut se nourrir de ça. Tu vois que si je sais, d'ailleurs je reprends, si je sais que tout s'efface, que de toute façon je ne laisserai pas de trace, à moins que je veux absolument laisser une trace, mais ça c'est quand je vais mourir, la trace, oublie-la. Tout va s'effacer. Bon, mon ego, il en prend un coup, mon moi, il en prend un coup. Mais en même temps, il y a une forme de paix qui peut arriver, le fait de savoir qu'il n'y a pas de trace, que quelque part, ça tout s'efface, tout ce qui est acquis, tous nos biens, toutes nos personnes, notre petit moi. On n'est pas ça, quoi. On n'est ni ceci, ni cela. Donc, pour moi, c'est aussi quelque chose de, tu vois, qui peut transcender cette histoire du moi à certains moments. Mais ce travail-là doit être fait après le renforcement du moi, c'est-à-dire j'essaye de maintenir possiblement mon organisme vivant en forme, de me conserver dans une écologie du système, ça c'est un plan, et puis après je peux m'appuyer sur les traditions mystiques pour dépasser l'individualité et être soutenu par des ressources du mystique, de quelque chose qui nous transcende, qui est beaucoup plus large que mon petit moi. Tu vois, mais ça, là, je te témoigne de ma pratique propre. Hein. Et c'est pour ça que j'inclus beaucoup la mort, entre guillemets, c'est-à-dire la finitude, les limites sans arrêt dans mes propos. Et j'en reviens souvent à ça, parce que c'est quelque chose qui m'aide, en fait. C'est une ressource pour moi. C'est pas un truc morbide. Les gens pensent, ouais, non, on parle de la mort, c'est morbide, il faut éviter, mettons des œillères. C'est pour moi une ressource, une des plus grandes ressources, pas que dans la relation amoureuse, aussi dans le sens de me sentir relié à quelque chose d'impersonnel. Sortir de la personnalité, du moi personnel, aller dans quelque chose de plus vaste qui est impersonnel. Quand on sait que tout va s'effacer, tout s'effacera, et même si c'est dans 5 minutes, hein, est-ce que j'aurais vécu... est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je pars en paix, quoi? Voilà, je peux te répondre. Il y a 2 plans ici. Hein. Dans mon développement, je t'ai vu, j'ai fait 2 plans. Hein. Oui. Merci.
Pour moi, une des ressources aussi, c'est la relation à deux, parce que je vois mes travers dans la relation à deux, que si j'étais seule, je ne le verrais pas. Et c'est des fois difficile, douloureux, et en même temps, j'en suis reconnaissante, parce que la relation à deux m'aide dans le regard de l'autre, de voir ce qui vraiment m'appartient et est compliqué à moi. Ah bah oui, l'autre est le reflet de notre âme. En général, on choisit des personnes, c'est pas par hasard, qui sont exactement en miroir, qui nous renvoient ou qui nous reflètent là où on en est sur notre chemin. Ce qu'on a besoin d'apprendre, ce qu'on a besoin de comprendre. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué sur mes propres expériences, quand j'avais compris certaines choses d'une expérience précédente, parce que moi je me suis vouée totalement, vous savez, j'ai raconté 20 fois ma vie, toutes les expériences amoureuses possibles et imaginables. Donc à chaque fois j'y allais totalement, mais à chaque fois des expériences comme ça m'apprenaient des choses sur moi. Et je me remarquais que le prochain partenaire que je rencontrais, finalement c'était plus du tout le même genre. Ça c'était fini, j'en avais fini avec ça. Donc j'avais plus besoin de resservir, on ne resservait plus le même plat, parce que je choisissais plus le même plat. J'avais appris à mettre des limites, ou à me positionner de manière plus franche, ou à être plus authentique, ou je sais pas quoi. Et donc du coup, le partenaire d'après, j'avais plus les mêmes problèmes, j'avais autre chose, mais toujours quelque chose au magasin, mais j'avais plus ça en tout cas. On prend toujours des personnes, ça c'est curieux, elle me fait travailler, elle fait un contrat, on n'est pas au labeur, on n'est pas la vie, mais elle me renvoie des choses sur moi, c'est pas un hasard quoi. Là où j'ai mes blessures en fait, elle touche pile poil sur mes blessures, c'est souvent en miroir, comme par hasard. Voilà. Donc je dis toujours, la relation amoureuse, c'est le chantier le plus difficile, c'est le chantier qui nous permet quelque part de reconnaître, de revisiter nos blessures et peut-être de les dépasser, et peut-être aussi d'aller vers le mieux, d'aller vers quelque chose de plus large, tu vois, ou pas. Après vous faites accompagner si vous cassez tout la tête avec ça, mais c'est vraiment ça peut être à la fois une très grande ressource et la relation amoureuse est un très gros problème, parce que ça nous fait taper sur nos blessures, mais en même temps ça peut être quelque chose de très riche pour se rencontrer soi-même. Sur plein de facettes et comme tu le disais si bien, qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qui m'appartient. Et quand, soi-disant, il me fait du mal, c'est pas lui qui me fait du mal, c'est il tape sur un truc sur lequel je respire pas, quoi. Là. Parce que si le prochain il tape et puis ça fait plus mal, il t'est tapé dessus, t'es pas stimulé. Bon. C'est le regard des autres, quelqu'un vous critique, je le dis toujours, vous critique. Si la critique vous validez pas, ça vous fait ni chaud ni froid. Par contre, quelqu'un vous critique sur un point sensible, vous croyez déjà que vous êtes nul et non avenu, il appuie dessus, évidemment ça vous fait mal parce que vous croyez que c'est vrai, parce que vous le validez vous-même. Donc c'est toujours pareil. Ok, merci. Autre question, faites passer le micro dans la salle. Un témoignage. Bonsoir, je suis arrivé, en fait, vous avez dit, quand on comprend l'autre, on débranche le cerveau reptilien. Ouais. Et en fait, ça ne me soulage pas parce que si ça se passe toujours mal à chaque rencontre, finalement on se dit, ouais, en fait, je me mets à sa place, elle va trouver que je suis vraiment une gros nulle. Alors attends, je reformule, je n'ai pas bien compris, vous avez compris? Non. Non, alors recommence. Quand je suis arrivé, vous avez dit, oui. Quand on comprend l'autre, on cherche à comprendre l'autre, du coup on débranche le cerveau reptilien. On a plus de chances de débrancher le cerveau reptilien, parce qu'on est déjà dans une distanciation, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, voilà. C'est ça que j'ai dit. Et là j'ai dit que ça ne se soulèverait pas, parce qu'à partir du moment où on cherche tout le temps à comprendre l'autre, on peut en revenir à se trouver nul. À se trouver nul? Oui, parce qu'on se dit, en fait, on ne plaît pas l'autre, c'est normal qu'il ne fallait pas être actif. Ah oui, alors là il y a un petit souci effectivement. Si tu profites de mettre de la distance pour t'évaluer négativement tout le temps et puis te taper sur les doigts, c'est moi qui suis nulle et qui suis une mauvaise personne, c'est sûr que là c'est pas très écologique. Tu vois, je parlais d'écologie, tu vois, du système, mais là il faut regarder ce que vous vous dites sur vous-même. Si vous passez votre temps à vous nuire à vous-même en ayant des évaluations négatives sur vous-même,
c'est moi qui fais faux, c'est moi qui suis mauvais, c'est moi qui suis nul, l'autre il est parfait et moi je suis une mauvaise personne, c'est en général un résidu, c'est je me blâme. Hein. Quand je passe mon temps à me blâmer, je ne suis pas sympa avec moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis en autodestruction, en auto-agressivité. Vous faites de l'autoflagellation en fait. Donc ça c'est un dysfonctionnement. Et en général, ceux qui font ça, il y en a qui sont des champions de l'autodestruction dans je me trouve nul, ben c'est parce que il y a eu dans l'enfance, souvent je l'ai déjà expliqué mais je le réexplique, c'est que quand vous arrivez dans les premières années dans un environnement familial qui n'est pas terrible, pas à la hauteur des besoins de l'enfant. Donc l'enfant, il ne peut pas se dire qu'il est une bonne personne dans un environnement qui est entre guillemets mauvais ou insuffisant. Donc lui, il ne peut que, puisqu'il est amalgamé avec l'environnement, il ne peut que prétendre, comprendre qu'il est une mauvaise, c'est lui la mauvaise personne dans un environnement qui est ce qu'il est. Et il ne va pas se dire mon environnement est toxique. Il est incapable de se dire quoi que ce soit. Lui, pour lui, l'environnement, il est tel qu'il est. Donc c'est l'environnement le meilleur qui soit, même s'il est complètement inapproprié. Donc il va se juger, ça commence comme ça, il va commencer tout petit à se juger comme étant inadapté, inadéquate, une mauvaise personne, pas ok. Donc ça va commencer comme ça. Je ne fais pas correct, c'est l'autre qui fait correct, moi je suis nul, l'autre fait bien. Donc les individus adultes qui font ça, en excès, je ne dis pas de le faire de temps en temps, mais en excès, en général, ont des traces de ces croyances qui ont été imprimées très tôt dans leur enfance. Et en fait, évidemment, il faut relativiser, c'est faux, il faut remettre les choses à leur place. C'est pas moi qui suis nul et l'autre qui est parfait. C'est 50-50, il y a des moments où voilà, je fais de mon mieux, je suis pas au top, et il y a des moments où l'autre, voilà, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et quand vous êtes dans un truc systématique, à mon avis, ça bug. Dans votre système, c'est pas écologique du tout. Hein. Donc faites très attention quand vous êtes en réflexion négative sur vous-même, c'est pas du tout une bonne idée. Vous avez un petit souci. C'est pareil quand vous passez votre temps à dire c'est l'autre qui est nul. C'est la même chose, hein. En vrai c'est pas mieux. Là on n'est pas dans l'écologie du système du tout. C'est ni vrai, voilà, c'est ni faux ni vrai, c'est excessif. Ça c'est dû à quoi? De quoi les... Si l'autre dit t'es nul, eh ben, là on est passé sur le mode attaque. C'est comme je ne veux pas, j'avais déjà aussi expliqué ce truc-là, comme j'ai un moi défaillant, si j'ai un moi fragile, je me trouve une mauvaise personne. Donc comme je ne veux pas sans arrêt pointer je suis une mauvaise personne, je suis nul, il est plus facile de prendre de l'énergie en disant toi t'es nul. Mais c'est pas vrai non plus. Donc prendre du pouvoir sur l'autre en n'arrêtant pas de le critiquer ou en le définissant, c'est une manière de récupérer l'énergie et d'éviter de sentir c'est moi qui me trouve nul. Ah vous voyez le truc. Les vases communicants. Enfin c'est pas mieux hein. Ça ne veut rien dire de vous. Ça ne dit rien sur vous-même. Donc laissez à l'autre ce qui appartient à l'autre. Regardez les mécanismes excessifs. Est-ce qu'il est toujours en mode attaque, en mode critique, en mode dépréciation? Ça parle de ses blessures à lui. Ça n'a rien à voir avec vous. Arrêtez de prendre tout perso. Alors je sais que c'est facile à dire en théorie, c'est moins facile en pratique, parce que forcément c'est à la seconde réactif. Ça tape sur vos blessures. Mais c'est important des fois de prendre des temps de distance, là, de respirer, de regarder de plus loin. Tiens, au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est excessif, c'est pas normal. Donc je vous rappelle que l'excès, c'est hybris, au temps des Grecs, et c'est la démesure. Et on repart dans... quand il y a de la démesure, quand il y a de l'excès, on n'est plus dans l'équilibre. Et il y a des choses qui dysfonctionnent. Donc recherchez de nouveau, reprenez de la distance avec les choses et reprenez une juste mesure. Triez, faites le tri des informations, et regardez-y plus clair. Voilà. Questionnez-vous, faites un pas en arrière, respirez, soufflez, mettez-vous dans votre tanière, sortez de la relation pour respirer un peu, prendre de recul. Ressourcez-vous, partez à la montagne, à la mer, quelque chose, mais restez pas scotché dans le lien. Quand vous en pouvez plus, vous n'avez aucun recul. Donc il y a des excès, de la démesure, et c'est pas bon. On le voit de la même manière, on le voit sur les ressources, on le voit sur la planète là. On parle, c'est la même chose. Je fais des parallèles avec la relation parce qu'on le voit, dès qu'on est dans la démesure, c'est mort. On part en live.
Mais justement, si on tient quand même à cette relation, donc on est avec cette personne qui dénigre systématiquement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Parce qu'on prend du recul, oui, on peut essayer. On peut se dire, bon, bah, d'accord, ça lui appartient, mais en attendant, il me touche, il me fait mal, il ne met plus à se taire. Oui, mais donc, cette personne, moi j'ai envie de garder cette relation quand même. Oui, pourquoi? Pose-toi la question. Comment se fait-il que tu veux garder une relation qui, en même temps, est tellement maltraitante? Parce que j'aimerais que ça puisse évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, alors, ta croyance, si je comprends bien, ça serait ici, la relation est faite pour évoluer, donc je crois qu'on peut se faire grandir l'un l'autre. C'est ça, c'est une croyance. C'est pas une croyance. Alors, est-ce que ça... Hein, c'est pas que c'est pas possible, c'est que si tu... Ça y est, elle est scotchée sur cette croyance. Mais c'est un vœu, ça peut être un vœu pieux, pendant ce temps-là, tu te fais maltraiter. Donc, est-ce que cette croyance, elle est vraiment bonne pour toi? Est-ce que c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien, mais est-ce qu'elle est vraiment bonne pour toi? Parce que pendant ce temps-là, il y a une zone aveugle qui ne voit pas que l'autre il passe son temps à te critiquer, que toi tu te ratatines, que tu es en train de dépérir et que tu ne mets pas tes limites à cette relation parce que tu crois que peut-être en faisant ceci, cela, nous allons nous faire croître, nous faire grandir, et donc à un moment donné, il faut mettre les choses en face concrètement. Est-ce que cette relation me pourrit la vie et me prend vraiment beaucoup d'énergie? Et pourquoi je me laisse pourrir dans la relation? Tu vois, il y a une réalité du terrain. Il y a plus de... Non, mais le mot amour, j'ai dit au tout début, arrêtez de vous balancer le mot amour à toutes les sauces. Quand il y a de la maltraitance, il n'y a pas d'amour. Il y a un non-respect de soi. Et que c'est pas tu l'aimes, c'est pas que tu l'aimes, c'est à un moment donné, c'est les histoires de dépendance affective, un instant T ou à plusieurs instants T, il a touché chez toi, il a nourri chez toi des besoins qui n'étaient pas nourris ailleurs ou par d'autres stratégies ou par d'autres biais, et d'un coup, tu es agrippé. Et tu veux, tu reveux, et tu dis je l'aime. C'est pas lui que tu aimes, c'est la nourriture, c'est ce qu'il t'a apporté ou ce qu'il t'a touché, et la mémoire de ça que tu as connecté à un moment donné qui fait que tu es addict à ce truc-là. Dès qu'il y a de la maltraitance sur soi, dès que vous êtes archi-critiqué, trop critiqué, quelqu'un vous définit, quelqu'un vous met sous les cailloux, non, il n'y a pas d'amour. Déjà, il n'y a pas d'amour de soi. Donc tu ne peux pas aimer si toi tu ne te respectes pas. Il y a un petit souci, hein. C'est un amour à perte. On est de nouveau dans un système qui n'est pas écologique, je donne à perte. Et la croyance ici, c'est je crois... Père Noël, je crois que la relation est vouée, on va se faire grandir. Alors ça, c'est encore les grands chelems du développement personnel. J'adore. Nous allons nous faire croître ensemble. Je le dis parce que j'ai été sur ces sujets-là. Moi, à un moment donné, j'avais fait un mariage tantrique avec un homme où nous sommes ensemble pour faire vivre l'amour, évidemment entendu inconditionnellement, pour se faire grandir les uns les autres. On était à 3. J'étais avec un homme et 2 femmes. C'est 2 femmes et un homme. Une période de ma vie. Et on était dans une expérience comme ça, pour faire grandir, comme ça, pour faire vivre l'amour, pour se faire grandir les uns les autres. On faisait des régulations, c'était super joli, hein. On faisait plein de choses magnifiques et tout, mais on s'est un peu cassé la gueule, parce qu'on ne se respectait pas, et on a pris du plomb dans l'aile à vouloir se faire... C'est des belles intentions, c'est des histoires nobles, ça, des croyances nobles, un peu idéologiques comme ça. Et nous allons nous faire croître... Voilà, sans souffrance, c'est joli, hein, c'est des idéologies, il faut les remettre à leur place. Donc regarde ce qui t'anime et comment ça se fait que tu te maltraites. Ça, c'est la vraie question, c'est regarde, reviens sur toi, pourquoi je me maltraite et pourquoi je reste dans une relation maltraitante. Et arrêtez de raconter je l'aime, mais vous n'avez rien du tout, il a satisfait vos besoins, un point c'est tout, ses besoins sont vitaux, c'est des besoins, ça vous rend addict, c'est une drogue. Voilà. C'est exactement ça, c'est une drogue. C'est bien, mais il n'y a pas d'amour. La drogue n'est pas d'amour, c'est de la drogue. C'est une substance, c'est ton opium. Et il n'y a pas d'histoire d'amour. Enlevez-moi amour, enlevez-moi ça. Ça ne vous fait pas du bien. Parce que quand vous racontez l'histoire, oui, je l'aime, alors vous vous persuadez, je l'aime, donc restons, je l'aime, il m'aime, et puisqu'il me dit c'est que c'est vrai. Racontez des cracks, n'importe quoi. Ça vous aide pas. Hein. Donc il faut arrêter faut arrêter de raconter des histoires, parce que vous croyez, le problème c'est qu'on croit nos croyances. On croit ce qu'on raconte, ce qu'on se raconte. Donc vous persuadez vous-même, vous êtes auto-convaincu, ah oui, mais c'est vrai, c'est magnifique, comme je l'aime, moi je l'aime. Il n'y a pas d'histoire d'amour là-dedans. Pas ça.
D'ailleurs, il y avait la première conférence que j'ai faite de toutes mes conférences, c'est l'amour, c'est quoi? Et donc j'avais repris les notions des Grecs sur différents types d'amour, etc. Mais les définitions sur l'amour, il y en a plein. Enfin, on va dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut arrêter de parler d'amour comme on parlerait, je sais pas quoi, de sucette, ou de bonbons, ou de n'importe quoi. Il faut regarder les choses en face. À un moment donné, c'est bien d'avoir un peu de clarté, quoi, de dire, mais attends, qu'est-ce que je me raconte? Et est-ce que ça m'aide ou pas? La vraie question, c'est est-ce que cette histoire m'aide ou ne m'aide pas? C'est-à-dire, est-ce que je suis complètement épuisée, je perds mon énergie, ou est-ce que je gagne de l'énergie? C'est la question. Est-ce que ça contribue ou pas? Pour mon état de santé, pour ma forme, pour ma vitalité, pour ma joie, est-ce que ça augmente ma joie ou pas? Tu vas regarder tout de suite. Hein. Moi, je te mets les gens. En général, j'ai ce côté-là, je suis assez carrée, et donc tout de suite, c'est bon, écoute, on va regarder concrètement quel effet ça te fait. On verra qu'il répond les histoires, des princes charmants, des machins, je l'aime. Voilà. Une dernière question, on a encore 5 minutes là. Ouais. Donc, tant qu'on n'a pas assez d'estime de soi, on ne peut pas avoir une relation saine. Non, ça, tu le dis, mais tu le savais déjà. Non, mais ça, tout tourne autour de ça, quoi. Bah, c'est toujours le petit 1. Je pars pas dans le 2 sans avoir fait du 1. Le 1, c'est moi et moi. Moi et mes aspirations, moi et moi. Mais c'est pas moi avec un grand moi. C'est effectivement le renforcement du moi. C'est j'aime la personne que je suis, je reconnais mes talents, je reconnais mes dons, je reconnais mes qualités et mes défauts. Et j'inclus mes défauts, évidemment. C'est pas genre je suis la meilleure personne sur Terre, ça n'existe pas. Mais je fais la part des choses. J'ai les deux, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Et je suis d'accord avec ça. Donc, et je reconnais mes limites. Et en même temps, je me saccage pas. Je passe pas mon temps, comme il disait, à me trouver nulle, à me massacrer, à me déprécier. C'est bon. J'ai peut-être autre chose à faire de ma vie que ça, tu vois. Et à ce moment-là, je passe un temps à renforcer, ce qu'on appelle renforcer le moi. Et après, je peux partir dans une relation de manière plus équitable, plus écologique. Je donne, je reçois, je donne. Mais sinon, je donne à perte. Si je ne m'aime pas, je vais donner à perte. Parce que je vais m'agripper. Tu comprends bien que l'autre, tu pars à partir d'un endroit qu'on appelle le mendiant, le vide de toi. Donc dès que l'autre passe par là, il te fait un petit coup, oui, je t'aime, Dieu, bah, je t'enveloppe, t'es belle, t'es là. Toi, t'es là, crasping. Tu peux le lâcher, tu vois. Parce que tu te dis, ouais, si je le perds, je vais me retrouver seule, qu'est-ce que je vais devenir, je suis nulle, je suis personne, je plais à personne. Alors évidemment, t'es sur le carreau, quoi. C'est comme ça que tu te fais maltraiter. Donc il est évident que la première chose, c'est vraiment de nourrir l'estime de soi de manière suffisante. Mais la plupart des enfants que nous avons été n'ont pas été suffisamment narcissisés. Donc c'est pour ça qu'on arrive encore à l'âge adulte en ayant une estime de soi fragile. De toute façon, l'estime de soi sera toujours fragile. Elle est instable. C'est comme la vie, c'est comme l'impermanence, c'est toujours instable. Tu n'as jamais quelqu'un qui a une estime de soi complètement stabilisée. Même moi qui ai une estime de moi plus ou moins tranquille, il y a des endroits où je me trouve complètement niaise, tu vois. Hein, des endroits de blessures de l'enfance, etc., où je me dis, bon voilà, je suis nulle, je suis moche, je suis ceci, je... L'estime de soi, elle n'est jamais stabilisée complètement. C'est important de savoir ça. Parce que comme ça, tu ne te fais pas des années de développement personnel ou de thérapie en disant, un jour peut-être, mon estime de moi sera totalement stable. Et ben non. Elle sera un peu plus stable, un peu mieux, tu vas moins te massacrer, mais elle ne sera jamais totalement stable. Elle ne va jamais toute la journée être là, bon, ah ouais, c'est bien, je suis chaud, putain, je me la pète, non, ben non. Ah non, ça n'existe pas, ça. Ouais, ça détend aussi. Donc c'est une manière d'accepter que des fois tu te trouves super, des fois tu te trouves complètement naze, et puis ça bouge. Mais globalement, c'est mieux de partir dans la relation avec un moi plutôt stable qu'un moi complètement en dessous des chaussettes. C'est clair. Sinon, tu te nuis à toi-même. C'est pas du tout équilibré. Oh, c'est bien bas, hein, je vous le rappelle. Ouais, quelque chose? C'est bon? Ouais, vas-y. Juste pour dire, j'en reviens à la personne. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, une personne qui critique l'autre, est-ce qu'on ne peut pas se dire que, comme vous disiez au tout début, elle est dans ses peurs. Hein. Ouais. Donc, apprendre à être tolérant. Si on se dit, bon bah. Exactement. Tout à fait. C'est ce que je disais. Là, mais donc ça veut dire qu'on accepte alors les critiques. Oui, tu peux accepter les critiques jusqu'à un certain point. Il faut quand même te respecter. Mais ok, d'accepter
certaines critiques, si tu ne prends pas perso, si tu n'es pas blessé, tu peux dire tiens, il ne peut pas s'empêcher de donner des critiques, il ne sait pas faire au mieux que ça, il ne sait pas donner autre chose que ça, mais jusqu'où tu te maltraites avec ça. Parce qu'un mec qui passe son temps à te répéter inlassablement que t'es pas ceci, pas c'est cela, pas c'est ceci, à moins que t'aies plein d'autres amoureux à côté qui passent leur temps à te vénérer, ça fait le pendant, tu vois. Une critique, l'autre à côté me vénère. Donc bon, tu vois, là t'es un peu en équilibre. Mais si t'en as qu'un qui passe son temps à te critiquer, que l'autre, il n'y a personne qui te vénère derrière, t'es mal en point, tu vois, parce que tu finis par croire ce que l'autre te dit. Parce qu'à force de répéter, tu sais, c'est comme quelqu'un qui passe son temps à répéter. À un moment donné, tu finis par croire vraiment que ça c'est vrai. Même si au début tu te dis mais non, moi je suis une bonne personne, je suis intelligente, l'autre s'il passe son temps une fois, deux fois tous les jours et quotidiennement il te répète que t'es nul, tu finis par le croire. Donc où tu t'arranges pour t'entourer de gens qui t'admirent, qui t'arcissisent et dire mieux, ou ben faut voir comment tu cesses ce massacre, mettre tes limites quoi. Voilà. Donc on me dit que c'est l'heure, donc je vous remercie à tous. Voilà. Donc vous avez